Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, ça y est, on est passé dans la deuxième partie de cette semaine avec Philippe David, et ça va toujours, Philippe? Enfin, ça va, mais j'ai besoin de vous faire écouter quelque chose qui va avoir des conséquences lourdes auprès d'une des vraies voix. Oh, ça sent la revendication, allons-y. Et je peux vous faire un pari? Oui, bah oui, bien sûr. 2-1 pour le PSG et Donnarumma grandiose dans les tirs au but. Oula. Et le PSG, oui, d'accord. C'est hollywoodien ce que tu nous proposes. Oui, mais alors là, je vous préviens, c'est pas les ongles que je vais manger dans ces cas-là devant la télé, c'est les ongles, les doigts, les orteils, tout ce que tu veux. On fera un film intouchable avec ce qui te reste après. C'était dans les vraies voix du foot mardi et je voulais exiger des excuses de Non, c'était avant. Exiger des excuses de Philippe Bilger qui toujours se moque de mes qualités de pronostiqueur. Vous avez été alors formidable. Que là, formidable. Non mais j'exige des excuses quand même pour tous les propos que vous avez tenus. C'est un miracle. C'est un miracle. Ne faites pas votre Sandrine Rousseau, s'il vous plaît. Mais vous l'avez dit vraiment. Oui. C'est un faux Philippe David. J'ai un témoin. Il l'a dit. Alors, Il l'a dit, mais après il a annoncé 2-1 score final. Après, oui, c'est parce qu'il y a eu le tir sur le poteau aussi. Ouais, et que, mais voilà. c'est tout de même pas mal, il faut l'admettre. Je fais amende honorable. Pour une fois. bravo, Philippe. On peut en profiter, ma chère Cécile, une Allez-y. seconde. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un qui travaille beaucoup à Sud Radio, un prénommé Jules. Jules, bon anniversaire, voilà, Jules. bon anniversaire à Jules Jules. Bolschiarini que vous pouvez retrouver tous les week-ends aux côtés de Jean-Marie Bordry. Et ben voilà, très bien. Eh bien, sachez que. Mais bravo Philippe. Oui, bon, Vraiment. pas non plus. Non, faut pas non plus d'accord. exagérer, c'est pareil. Acclamez-moi. Il mérite pas le prix Nobel de la paix non plus. Bien joué, Non, j'ai Philippe, pas. bien joué. Allez les amis, on est ensemble jusqu'à 19h au sommaire de cette émission. À 17h30, un fonctionnaire du ministère de l'économie mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Il est soupçonné d'avoir transmis aux autorités algériennes des informations sur les ressortissants en France et notamment sur les opposants au régime. Alors parlons vrai, est-ce une nouvelle phase de montée en tension entre les deux pays? Et à cette question, l'arrestation d'un espion présumé à la solde de l'Algérie à Bercy peut-elle détériorer encore plus les relations entre les deux pays? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Chaouki Benzera, qui est activiste algérien, lanceur d'alerte dans les affaires des influenceurs. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, à 18h40, Donald Trump menace les champagnes, vins et autres alcools de droits de douane de 200%. Sa réponse aux taxes européennes annoncée en réplique aux droits de douane sur l'acier, une surenchère qui prend des airs de guerre commerciale. Alors parlons vrai, est-ce que vous comprenez ces nouvelles mesures de Trump? Et à cette question, Trump menace les champagnes et vins français de 200% de droits de douane. Notre filière viticole est-elle en danger? Vous dites non à 51%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Laurent Dubois sera avec nous, un propriétaire du château Les Bertrands à Blaye. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Vous avez entendu le mea culpa de Philippe Bilger, Oui. donc vous l'avez reconnu. Mais j'en ferai pas beaucoup. Profitez-en, Non c'est mais je sera le le dernier. bien, ça me va. Hein. Non, il restera dans les annales celui-là. je peux vous dire. Tom Conan est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Tom. Bonsoir, Tom. Bienvenue Bérangère Merci. Dubu, chef d'entreprise et Bonsoir. dirigeante du syndicat des courtiers en crédit. Comment ça va? Ça va bien, je suis à fond ce soir. Ah bah très bien. Bien motivée là. Calmez-vous Tornado, parce que quand Non, vous allez bien, c'est pas bon signe. au féminin c'est Tornada. Merci, oui. Oui, C'est pas me bon. mégenrer. Ah oui. C'est pas très 2025. Oui, c'est vrai, c'est moche. Avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, Francis, qui nous appelle de Nancy. Bonsoir Francis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Francis, vous voulez revenir sur le réarmement de l'Europe face à la Russie? Oui, je voulais pousser un coup de gueule. D'abord en commençant en rappelant une phrase d'Anatole France. Ils croyaient mourir pour leur patrie, ils ignoreraient qu'ils mourraient pour des industriels et des banquiers. Vous avez compris que l'axiome de départ de mon propos, c'est du business. On est dans le business. Et dans ces négociations russo-américaines, l'UE, on s'est rendu compte que l'UE n'avait plus sa place. Il s'agit de tractation entre les businessmen américains et la Russie. Comment on va partager tout ça? Comment on va pouvoir gagner de l'argent autour de tout ça? Terres agricoles déjà chez BlackRock, terres rares bientôt chez d'autres industriels américains. Et donc on est dans le business. Et nous, en face de ça, comme on ne pèse plus rien à l'international, on le voit,
eh bien, on fait chacun du discours pour son pays, pour l'intérieur, pour ses citoyens, pour ses contribuables, pour ses consommateurs d'informations. Et donc, on avance des discours. Macron vient nous faire quelque chose comme il l'avait fait pour le Covid. C'est la guerre. Les chars russes sont de l'autre côté du pont de Quai à Strasbourg. Attention, on va vous demander des efforts, etc., etc. Et puis, relayé par Ursula von der Leyen, qui, elle, nous explique qu'on va mettre 800 milliards d'euros. Alors déjà, il faut savoir que 800 milliards d'euros, les Européens ne les ont pas. Donc ça veut dire qu'il faut les trouver sur les marchés éventuellement, et donc peut-être faire appel à des investisseurs russes, américains, chinois, etc. Oui, alors... Et donc Ursula von der Leyen, qui n'a pas été élue, prend des décisions. Et on vient de voir hier aux Pays-Bas que le Parlement a refusé l'engagement des Pays-Bas autour de ce réarmement et du financement de ces réarmements. Dick Schoof, le Premier ministre néerlandais, s'est fait remballer par son Parlement, et demain ce sera la Belgique. Et donc on est dans de la politicienne interne, et on ne se rend pas compte que l'UE ne pèse plus rien. Ça, c'est un sacré coup de gueule. Petite réponse de Philippe Bilger et après on y va. C'est un réquisitoire dont, comment dirais-je, si nous avions le temps, on pourrait en discuter le détail, mais j'espère que cette priorité des affaires qu'il évoque très justement ne fait pas disparaître ce qu'il y a eu de moral dans la réplique à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Merci beaucoup Francis, en tout cas merci d'être avec nous aujourd'hui, vous êtes notre vraie voix du jour. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler dans un instant, les réquisitoires du procureur. Alors je vais dire du mal des avocats en quelque Comme c'est original. Vous dire du mal de quelqu'un, mais c'est incroyable. Je me dégrade de plus en plus. Ah bon, c'est encore possible. Et quelques 3 petits points à vos côtés. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. C'est Jacques Pessis. Sud Radio. 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est incroyable, mais c'est vrai car nous parlons vrai. Continuez ainsi, vous êtes la clé de notre succès. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On est très heureux de vous accueillir, en tout cas tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 19h. Nous étions en train de parler de restaurants, c'est vrai, de restaurants à l'ancienne avec des voilà, c'est ce qu'on appelle avec un restaurant à Paris qui s'appelle le Quincy. Le Quincy. Voilà, c'est une institution. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? De cette menace de Donald Trump, 200% de droits de douane sur les alcools européens. De Gérald Darmanin qui, sur Sud Radio, annonce vouloir que les détenus extra-européens purgent leur peine dans leur pays. Et puis de Jean-Luc Mélenchon, très agacé des accusations d'antisémitisme après une affiche de la France Insoumise caricaturant Cyril Hanouna. En 3 mots, surenchère, prison et antisémitisme. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre certains avocats que vous allez requérir, monsieur le procureur. Oui, mais je vais le faire, je l'espère, d'une manière élégante. C'est un avocat qui s'appelle Pierre Hoffman, qui est dans la hiérarchie, je crois que c'est l'adjoint de la bâtonnière, qui a déclaré qu'on pouvait mener la guerre contre le narcotrafic en respectant les droits fondamentaux, sans les sacrifier. Alors, depuis quelque temps, et j'en suis ravi, on commence à discuter un petit peu le rôle judiciaire des avocats en considérant qu'ils ne servent pas la même cause que les magistrats. Ils servent, c'est une activité fondamentale, je rassure Tom s'il voulait me contredire, mais ils défendent du particulier et ils défendent des causes qui les ont choisies. Et donc les droits fondamentaux pour lutter contre le narcotrafic peuvent être, à mon avis, pas totalement sacrifiés. Ce serait absurde. Il y a des droits fondamentaux dont la disparition signerait la fin de notre démocratie. Je l'admets, mais peut-être faut-il réfléchir à la disparition de certains droits qui permettraient aux avocats, compte tenu de leur clientèle, de
porter atteinte à l'efficacité des enquêtes et éventuellement des infractions, des instructions. Pardon. Mais la question, d'où la théorie du coffre. Oui, mais la question, mon cher Philippe, c'est lesquels? Quel droit en question? Est-ce qu'il s'agirait de piétiner ou de mettre de côté? Si j'avais 1 heure, mon cher Tom, je le dirais. Mais vous ne l'avez pas. Non, mais quels droits fondamentaux sont pas essentiels à votre Par exemple, si j'ajoute, vous savez, dans les dispositions dont on parle et contre lesquelles s'élèvent les avocats, il y a ce qu'on appelle le coffre. C'est-à-dire que dans la lutte contre le narcotrafic, éventuellement on pourrait l'appliquer au terrorisme, il y aurait des éléments dont les avocats ne seraient pas informés. Par exemple, le nom des indiques, un certain nombre de données qui seraient naturellement transmises à leurs clients, donc ça porte atteinte, je l'admets bien volontiers, à l'égalité des armes. Mais voilà un exemple, mon cher Tom, avec lequel vous allez être évidemment en accord. Non, mais on ouvre la boîte de Pandore, en fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire en mettant des exceptions, ensuite pourquoi pas multiplier les exceptions, et au final on remet en cause les fondements de l'état de droit, en tout cas s'agissant des droits fondamentaux. Donc c'est tout le problème en réalité. L'efficacité, je la comprends, mais en fait il y a un problème systémique. Ensuite c'est la cohérence de la hiérarchie des normes qui se joue. C'est vrai. J'avais posé la même question, c'est quels sont les droits fondamentaux sur lesquels on peut revenir. Je pense que dans la liste des droits fondamentaux, il y en a certains, le droit des délais, au niveau du délai qu'on peut obtenir, ça je considère que c'est pas forcément fondamental. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut toucher à la marge. Mais effectivement, l'accès aux informations pour une défense juste, ça pose problème. Et peut-être que le problème n'est pas tant les avocats. Moi, j'ai l'impression que la justice aujourd'hui, toutes les décisions qu'on voit, c'est presque la loi est plutôt bien faite. Les avocats font leur travail et c'est normal. Et en revanche, on a souvent des juges qui prennent des décisions qui sont des interprétations. Donc je crois que le problème dépasse vraiment les avocats qui, eux, sont le contre-pouvoir nécessaire. Mais il y a comme aussi un problème. Mais qu'est-ce que c'est que cette opinion qui vient en dissidence scandaleuse? Et pourtant, je suis très admirative. Vous le savez, je suis bien élevée, je suis soumise à l'autorité du procureur. À l'autorité du procureur. Mais là, je pense que vous avez tort. Mais en fait, ce que je crois, c'est que c'est parce que la justice, d'un coup, n'est plus bonne que les avocats paraissent trop importants, peut-être, et que c'est pas tant les avocats dont il faut baisser la puissance ou du moins l'influence que la justice a restauré. En tout cas, on voit que ça nécessiterait un vrai débat. Bravo. Le procureur, bravo, intéressant. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'on aime. Ça gratte un peu, c'est bien ça. Absolument. Et tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont surenchère, prison et antisémitisme. 200% de droits de douane sur nos champagnes, vins et autres alcools. La surenchère de Donald Trump, sa menace de riposte aux taxes européennes, elle-même prise en réplique à ces droits de douane sud de 25% sur l'acier. Gérald Darmanin veut que les détenus étrangers extra-européens purgent leur peine dans leur pays d'origine. Le ministre de la Justice s'en prend aussi sur Sud Radio. Au maire RN, tout le monde veut des prisons, mais pas chez soi, dit-il. Et puis là, chez nous, LFI n'est pas antisémite, s'agace Jean-Luc Mélenchon. Une caricature de Cyril Hanouna diffusée par LFI a été accusée de reprendre les stéréotypes antisémites des années 30. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, Vladimir Poutine, à l'instant, se dit prêt pour un cessez-le-feu en Ukraine. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous partons du principe que cette trêve doit conduire à une paix durable et s'attaquer aux causes profondes de cette crise, déclare à l'instant le président russe. Après l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur le principe d'une trêve de 30 jours, la réponse russe était très attendue évidemment. Un émissaire d'ailleurs de Donald Trump était à Moscou aujourd'hui pour en parler avec les autorités russes. Et venons-en à ces droits de douane. Ouais, ça pourrait un peu se suivre comme une série, si c'était pas si inquiétant pour nos producteurs de vin. D'ailleurs, on les entendra dans le coup de projecteur des vraies voix vers 18h40 sur Sud Radio. Alors, premier épisode, Donald Trump se met en place des droits de douane de 25% sur l'acier qui arrive aux États-Unis. Deuxième épisode, l'Union européenne réplique avec des tarifs douaniers de 50% sur le whisky, les motos ou encore les bateaux américains. Troisième épisode, cette menace donc de riposte aujourd'hui en forme de surenchère des droits de douane de 200% sur les vins, les champagnes, les spiritueux, bref les alcools européens, menace qui vise en particulier la France. Évidemment, alors Donald Trump ne mâche pas ses mots contre l'Union européenne. Je pense que les droits de douane dans certains cas vont être un peu plus que réciproques parce que notre pays est maltraité depuis longtemps. Nous avons été maltraités pendant très longtemps et nous ne nous laisserons plus maltraiter.
L'Union européenne a été créée pour profiter des États-Unis. Je ne suis pas satisfait de l'Union européenne, je tiens à vous le dire. Nous allons gagner. Nous allons gagner cette bataille financière. C'est une bataille financière. Donald Trump avec la traduction de Matteo Lamblot pour Sud Radio. La France reste déterminée à riposter à cette surenchère lancée par Donald Trump sur les droits de douane, réagit cet après-midi le ministre du Commerce extérieur. Et on en parlera tout à l'heure dans le coup de projecteur des vraies voix. Deuxième mot, prison. Gérald Darmanin veut que les détenus étrangers extra-européens purgent désormais leur peine dans leur pays d'origine. Les prisons françaises comptent 25% de détenus étrangers, dont les 2/3 hors Union européenne, dit le ministre de la Justice ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Ce que je vais faire très bientôt, dans les jours qui viennent, ça n'existe pas au ministère de la Justice, c'est un travail pour évidemment expulser ces personnes et qu'ils puissent faire leur peine dans leur pays d'origine. Par exemple, j'étais au Maroc la semaine dernière et nous avons convenu avec le ministre de la Justice du Maroc que nous allons échanger, si j'ose dire, ces détenus. Aujourd'hui, il faut demander l'avis du détenu. Demain, on n'aura plus besoin de demander l'avis du détenu. Le garde des Sceaux a aussi évoqué la surpopulation carcérale au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. On met 7 ans à construire une nouvelle prison en France, déplore Gérald Darmanin, et de s'en prendre au passage au maire RN à ce sujet. Nous mettons au ministère de la Justice 7 ans à faire une prison. On est chez les dingues. Personne ne veut une prison près de chez soi. Oui. Moi, j'ai écrit à tous les maires du Rassemblement national. Tous. Pour dire, est-ce que vous prenez un centre de rétention administratif où on met des étrangers délinquants? Est-ce que vous voulez des places de prison? On en construit. Il n'y a pas une réponse. Et c'est normal, parce que quand on est maire, on n'a pas envie de dire à ses concitoyens, une prison s'installe près de chez vous. Donc d'abord, il y a beaucoup de croyants et il y a peu de pratiquants. C'est le problème du ministre de la Justice. Tout le monde veut des prisons, mais pas chez soi. Gérald Darmanin qui a aussi redit dans le Grand Matin Sud Radio vouloir remettre en chantier la création d'un statut du repenti comme en Italie pour convaincre les anciens membres du grand banditisme de se mettre au service de la justice. Sur les prisons. Décidément, c'est un sans faute. Hein. Ouais. Il est remarquable. J'aime énormément qu'il applique à la place Vendôme et la justice n'était pas sensible à cette urgence, tout ce qu'il mettait en œuvre comme ministre de l'Intérieur. Il est incroyablement pragmatique. Est-ce que pour baisser la surpopulation carcérale, c'est pas une bonne solution d'envoyer les condamnés étrangers purger leur peine dans leur propre pays? Faudrait voir de combien de personnes ça représente. 25% de la population carcérale. 25, dont les 2/3 de 25%. Il faudrait avoir le chiffre exact. Il me semble quand même que c'est assez marginal. Je pense pas du tout que ça puisse résoudre le problème en tant que tel de la surpopulation carcérale. Donc, c'est toujours ça de moins, en tout cas. Peut-être toujours ça de moins, mais ça me semble très complexe à mettre en œuvre et ça touche sans doute quelques centaines de personnes. Donc c'est des milliers. Il faudrait qu'il avance des chiffres le plus précis. Oui, mais en même temps, si dès que c'est difficile, on ne fait pas, c'est un petit peu c'est ce qu'on reproche au gouvernement. Hein. Moi, je vois deux problèmes. Il y a 80 000 détenus, donc il faut imaginer en Ile-de-France. 25% de 80 000, ça fait 20 000. Hein. Non, ça libère les places de prison. C'est les 2/3 de 25%. Donc il y a deux multiplications. Les 2/3 de 20 000, ça fait quand même déjà pas mal. Ça fait 12 000. Oui, c'est vrai. Moi, je me dis juste qu'on n'arrive pas à renvoyer déjà les gens qui sont sur le territoire sous QTF. On n'arrive pas à les renvoyer. On n'arrive pas à renvoyer tellement de gens qu'avant qu'il arrive à faire ça, je suis sceptique. Et ça pose un second problème. C'est est-ce que si vous, demain, vous êtes victime de quelque chose, vous accepteriez que la personne purge sa peine à l'étranger sans savoir s'il ne sera pas libéré au bout de quelques mois, etc. Comment il y a de contrôle? Et les victimes, comment on peut prendre, je pense à Philippine, qui s'est fait violer et tuer, si demain son agresseur va purger, son meurtrier va purger sa peine et qu'il est gracié au bout de 5 ans, de 6 ans, de 4 ans, comment le vivront les victimes? Donc c'est assez compliqué, je trouve, comme sujet. Il me paraît difficile de trouver à l'étranger une inexécution des peines encore plus douloureuse que chez nous. Hein. Ouais. Allez, le troisième mot, antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon se montre très agacé par les critiques sur une affiche diffusée et puis retirée par la LFI. Oui, affiche pour en appeler à une marche, je cite, contre l'extrême droite et ses relais le 22 mars et sur laquelle on peut voir une caricature de Cyril Hanouna, visuel accusé notamment par la LICRA de reprendre les codes de l'iconographie antisémite des années 30. Jean-Luc Mélenchon s'en est vivement défendu ce matin sur France Inter. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, moi, ce que je dis à mes camarades, il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur monsieur Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens.
Jean-Luc Mélenchon, c'était ce matin lors d'une émission en public à la Maison de Radio France. Philippe Béja. Il a osé dire qu'il l'a pas vu, la caricature. Non, mais franchement, il se moque du monde, malheureusement. Oui, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, Éric Coquerel a enfourché le même discours. Tout de même, voilà des gens intelligents qui disent n'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, ils sont pas très courageux sur ce dossier. Effectivement, je pense que c'était clairement maladroit. C'est évident, parce que même si ça peut laisser ou subsister une once de doute, il faut absolument pas le faire. Donc ne serait-ce que pour cette raison, ça suffisait de s'abstenir, si j'ose dire. Pour autant, il n'y a pas d'antisémitisme systémique chez LFI, il faut se calmer. Bien sûr que si. Non, c'est absolument pas le cas. Il peut y avoir des dérapages comme là, clairement, et c'est tout à fait scandaleux, et c'est très bien qu'on revienne dessus. Enfin, c'est au nom de la France insoumise, quand même. Bien sûr, mais bon, Quand Mélenchon dit que c'est les attaques de l'extrême droite, en fait, le problème de LFI, c'est que 99,5% des Français sont d'extrême droite. Parce que quand vous n'êtes pas LFI, vous êtes d'extrême droite. Oui, mais ça les rend pas tous antisémites pour autant. Je ne suis pas d'extrême droite. Je trouve que cette caricature est abjecte. Et c'est pas du tout anodin, puisqu'on appelle ça, vous savez très bien, c'est des signaux. On envoie des petits signaux à son électorat. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'a fait la France insoumise. Je considère ça à vomir. Et c'est juste une semaine après que les femmes juives n'aient pas pu défiler lors de la journée des droits des femmes. Ça arrive après toutes les menaces qu'il y a régulièrement, etc. C'est abject, c'est à vomir. Et des proches disaient, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Eh ben, je pense que c'est la différence entre LFI et Charlie Hebdo, parce qu'il n'y a jamais eu aucun doute chez Charlie Hebdo sur leur antisémitisme, leur racisme ou leur sexisme. Je pense que leurs caricatures sont drôles, parce que LFI a un bagage antisémite tellement énorme qu'on n'a pas lieu de rire, ni même de douter. C'est un scandale. Ah, comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Chacun a donné son avis. Voilà. Si vous êtes du même avis ou pas, opposé, vous savez que vous pouvez nous appeler, 0826 300 300. Dans un instant, le grand débat du jour, un fonctionnaire du ministère de l'économie mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Alors, est-ce une nouvelle phase de montée des tensions entre les deux pays? Et à cette question, l'arrestation d'un espion présumé à la solde de l'Algérie à Bercy peut-elle détériorer encore plus les relations entre les deux pays? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Attend vos appels au 0826 300 300. Dans un instant, Shaoki Benzera sera avec nous, activiste algérien et lanceur d'alerte dans les affaires des influenceurs. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Bien entendu, ce numéro de téléphone est pour vous, 0826 300 300, et merci de votre fidélité. C'est Daniel Herrero. Sud Radio. Vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur YouTube. Merci de votre fidélité et à très vite sur Sud Radio, la fameuse radio du rugby. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, autour des vraies voix que vous écoutez, merci beaucoup pour ça avec Philippe David, bien entendu. Ce soir, Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan et Bérangère Dubu, et vous au 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances est soupçonné d'espionnage au profit de l'Algérie. Alors ça remonte à décembre dernier, on ne l'apprend que maintenant. Il a été mis en examen parce qu'il est soupçonné d'avoir livré des informations sur des opposants, notamment des opposants au régime algérien qui vivent en France. Tout commence par un signalement en mai 2024. Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, chef d'un service sensible, enverrait des informations confidentielles à un mystérieux contact. La DGSI prend alors l'affaire très au sérieux. Il est interpellé le 3 juin. C'est un cas classique. La Chine, la Turquie et l'Algérie contrôlent leur diaspora ici en France et ailleurs en Europe. Et donc ce fonctionnaire du ministère de l'économie mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère est soupçonné d'avoir transmis aux autorités algériennes des informations sur leurs ressortissants en France et notamment sur les opposants au régime. Alors parlons vrai, est-ce que nos administrations sont assez protégées par les services de contre-espionnage? Et à cette question, l'arrestation d'un espion présumé à la solde de l'Algérie à Bercy peut-elle détériorer encore plus les relations entre les deux pays? Vous dites oui à 82%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Shaoki Benzera est avec nous, activiste algérien et lanceur d'alerte dans l'affaire des influenceurs. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une affaire assez peu banale, même si en tout cas on en entend rarement parler, et pourtant
Absolument. Mon premier mouvement aurait été de dire, sans vouloir contredire à tout prix l'interrogation de Sud Radio, que, au fond, il n'était pas nécessaire d'avoir un conflit exacerbé entre l'Algérie et la France pour qu'on interpelle un fonctionnaire du ministre des Finances dans une affaire d'espionnage, pour aller vite. Et puis, évidemment, les précisions qu'on entend, ça date de décembre 2024 et il doit donner des renseignements sur les opposants au régime algérien. Donc la question de Sud Radio, comme j'aurais dû le prévoir, est évidemment tout à fait pertinente puisqu'elle s'applique au conflit aujourd'hui qui ne cesse pas d'humiliation en humiliation pour l'instant, de mon point de vue, de mettre la France dans un état d'abaissement. Bérangère Dubu. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'Emmanuel Macron montre souvent les dents face à Trump, etc. Et face à l'Algérie, on est d'une couardise. Je suis impressionnée. Mais que détient l'Algérie, en fait? Comment ça se fait qu'on ait peur de l'Algérie? J'ai envie de dire, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'Algérie? On a peur des conséquences en France. On a peur des conséquences en France. On ne peut pas gouverner. Et puis on ne peut pas gouverner un pays en ayant peur des conséquences. Aujourd'hui, c'est comme une mère de famille ne peut pas ne pas punir son enfant de peur qu'il fugue. En fait, on ne peut pas faire ça. Pourquoi on a peur de l'Algérie? Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec la population algérienne en France. On ne stigmatise pas les Algériens. On a un problème avec un gouvernement. Quand aujourd'hui Emmanuel Macron s'oppose à Trump, on ne dit pas qu'on insulte les Américains qui habitent en France, on ne dit pas que les Américains qui vont venir en vacances vont être maltraités. On a un problème de gouvernants. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait aussi peur? Et même si c'est vrai, Cécile, qu'on a peur de la population algérienne en France qui pourrait mal le prendre, mais ça veut dire qu'on est finito. Parce que dans ce cas-là, on va avoir peur pour le narcotrafic des réactions qu'on va avoir. On a peur des diasporas. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on retrouve notre liberté. Et notre liberté, c'est de dire qu'à l'Algérie, c'est terminé. Ouais, mais le problème est plus complexe que ça, parce que par exemple, je reviendrai même pas sur le cas de Jean-Michel Apathy récemment qui était écarté de RTL pour les raisons que vous savez, mais il y a par exemple le cas récemment d'un documentaire sur la décolonisation en Algérie, enfin sur la colonisation en Algérie et puis la décolonisation ensuite, et ce documentaire, semble-t-il, compte tenu du contexte ambiant très compliqué effectivement s'agissant des rapports entre la France et l'Algérie, il a été déprogrammé et mis sur le site de France Télévisions. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments derrière. Donc non, on s'en fiche pas de l'Algérie, je pense absolument pas. Parce qu'il y a toute une question historique, tout un travail de mémoire qui n'a pas été totalement accompli, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le cas de Jean-Michel Apathy, récemment écarté de RTL, le confirme à mon sens. Et donc même Thomas Soto s'expliquait là-dessus en disant qu'il y avait un peu une absence de connaissance, on pourrait dire, dans le grand public de pas mal de ces questions. Et donc effectivement, ça remue beaucoup de choses qui dépassent largement le cas actuellement qui existe avec l'espion en l'occurrence, ou même avec le cas de Boualem Sansal, comme vous savez, qui est injustement et de manière qui est horriblement détenu pour des raisons d'opinion. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans tout ça. C'est pas du tout un problème simple et on ne s'en fiche pas de l'Algérie. Mais je crois pas, j'ai pas compris pourquoi on s'en fichait pas. On gouverne en France. On va faire réagir notre invité. Chawki Benzera, qui est avec nous, activiste algérien, lanceur d'alerte dans les affaires d'influenceurs. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez peur pour votre sécurité ? Bonjour, je vous remercie déjà pour l'invitation. Oui, je vais vous dire que j'ai bien peur pour ma sécurité. Déjà, c'était le cas en début d'année quand j'ai lancé l'alerte sur l'affaire des influenceurs algériens. Affaire qui a suscité aussi une vague de solidarité avec ces influenceurs qui s'est retournée contre moi, lanceur d'alerte. D'ailleurs, vague de solidarité avec des influenceurs qui ont appelé à la haine et qui s'est exprimée à partir de la France. Ça, c'est aussi une question à se poser par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux différentes diasporas et notamment à la diaspora algérienne. Mais là, d'entendre par exemple hier mon nom qui a été cité aussi par l'AFP pour dire que mon nom faisait partie de la liste de cet espion qui était à Bercy et qui avait des liens avec une personne à l'OFI, sachant que personnellement et d'autres bien sûr opposants au régime ou demandeurs d'asile, l'OFI détient toutes nos informations personnelles, des adresses et tout ce qui va avec.
Donc vraiment, la question est très problématique, très inquiétante, et par rapport à tout ce qui se passe en France, bien sûr. Philippe Bilger, vous vous interrogez. On pouvait être très pessimiste sur la manière dont la France, de mon point de vue, ne réagissait pas à l'égard de l'Algérie. Mais que pensez-vous de ce rapprochement qui s'est opéré entre le président et Bruno Retailleau, qui semble aujourd'hui accorder sur un certain nombre de mesures, au point de considérer que si elles n'étaient pas validées par l'Algérie, on irait vers la révision des accords de 1968. Vous trouvez que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose, mais peut-être je vais répondre d'abord à la question du pourquoi cette réticence à agir contre le régime algérien, question qui a été posée sur votre plateau, alors que par exemple on voit que par rapport à la Russie ou par rapport à d'autres puissances, il y a des discours un peu plus martiaux, on peut le dire. Oui. Voilà, on peut le dire. Mais le régime algérien détient une arme, qu'on le veuille ou pas, qui est braqué contre la France et qui s'appelle malheureusement une partie de la diaspora algérienne et qui détient aussi des moyens de pression sur des franco-algériens, cas par exemple de cet espion qui dit, c'est son avocat qui dit, qu'il a subi des pressions pour donner des informations confidentielles à cet agent des services de renseignement algériens qui était un consulat, un des nombreux consulats. Le régime algérien détient aussi ce que ne détient pas, par exemple, la Russie. C'est pour ça, là, on parle de guerre hybride faite par la Russie à la France. Oui, effectivement, on le voit. Mais la guerre hybride qui est menée par le régime algérien est beaucoup plus dangereuse. Pourquoi plus dangereuse ? Parce que le régime algérien a des relais, a des agents d'influence, à la Grande Mosquée de Paris, qui maintenant, tout le monde le voit, vraiment c'est devenu, moi je dis que c'est une caserne du régime algérien en plein milieu de Paris, donc ça c'est des questions à se poser. Grande Mosquée de Paris qui a aussi la légitimité religieuse, donc tout le danger de flirter entre l'aspect religieux, entre la politique. La Grande Mosquée de Paris qui a aussi des moyens financiers parce qu'elle a un monopole sur la certification halal qui a été octroyé par le régime algérien, par Tebboune personnellement à la Grande Mosquée de Paris et à son recteur. Donc tout ça, sans parler des agents d'influence, sans parler des parlementaires français qui parlent parfois, j'ai l'impression, d'entendre l'agence de presse officielle algérienne en plein milieu du Parlement français, en plein milieu du Parlement européen. Donc vraiment, c'est très inquiétant, et c'est très inquiétant aussi par rapport aux années à venir. Francis de Nancy est avec nous au 0826 300 300. Une réaction peut-être, Francis ? Oui, j'ai bien écouté tous les intervenants. J'ai pas entendu le mot gaz. Il y a quand même derrière tout ça quelque chose de plus important. Si on veut comprendre des événements, il faut regarder toujours ce qui s'est passé avant. Si on veut comprendre l'opération russe le 24 février 2022, il faut regarder ce qui se passait avant. Et là, il faut regarder ce qui se passe, par exemple, depuis 2021, avec des tensions diplomatiques très fortes en 2021 entre la France et l'Algérie. On a réduit le nombre de visas de plus de 50%. On a desserré en 2022 cette restriction. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, on n'avait plus de gaz, il fallait importer plus de gaz algérien. On a augmenté de 92% nos importations de gaz algérien. Le 16-11-2024, Boualem Sansal se fait arrêter en Algérie. En décembre 2024, ce fonctionnaire est soupçonné d'espionnage pour l'Algérie avec une employée de l'Office de l'immigration. En décembre, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Pourquoi en mi-mars 2025, on nous parle de cette affaire ? Donc si on veut essayer de comprendre les choses, 1, il faut prendre du recul, 2, il faut essayer d'avoir un échéancier des événements, et tout ça reste quand même à la fois de la politique et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'Ukraine, du business. Il y a du gaz. Si on n'a plus de gaz, comment vous faites ? On a déjà perdu énormément d'entreprises en France à cause des hausses énergétiques suite à la guerre en Ukraine et le boycott du gaz russe, etc. Et donc, est-ce qu'on veut recommencer ? On a perdu 66 000 entreprises en 2024. Est-ce qu'on veut recommencer ? Cette année, on dépend du gaz
algérien et du gaz norvégien. On va faire réagir Chauki Benzara. On a l'impression, on parlait du gaz justement, je me rappelle il y a 40 ans quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, pour s'attirer les bonnes grâces de l'Algérie, on avait signé un contrat gazier avec l'Algérie où on leur achetait 20 ou 30% au-dessus du cours mondial. La France, on peut dire, baisse toujours son pantalon devant l'Algérie, il n'y a pas d'autre mot, pour devoir toujours plus se faire humilier. Vous qui êtes algérien, comment est-ce que vous ressentez cet état de fait ? Moi, déjà, je ne placerai pas la question sur le gaz. Pourquoi ? Parce que la France n'est pas vraiment dépendante du gaz algérien. D'ailleurs, c'est à hauteur, je crois, à 10% au grand maximum. C'est plutôt l'Italie, si on va sur un plan un peu plus large, c'est l'Italie qui est dépendante à plus de 40%. Pour moi, la problématique française par rapport au régime algérien, c'est une question, comme l'a exprimé le président français, apparemment ça a été rapporté par plusieurs médias, c'est une question de peur de la diaspora algérienne. Notamment ce qui s'est passé avec l'affaire en 2023, les émeutes par rapport à l'affaire Naël, mais aussi parce que ça a suscité, ça a donné un petit peu, ça donne une vision de ce que sera la France dans quelques années, peut-être. Sur le plan politique, on a peur d'agir ainsi. Maintenant, aussi, il y a la question, il faut se demander, parce que là, c'est une affaire qui a éclaté au grand jour, l'affaire de l'employé de Bercy. Mais il faut se demander combien d'espions il y a au sein des institutions françaises. Il faut peut-être se poser la question. Peut-être ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais la question de la binationalité dans les institutions françaises. Parce que vous avez le régime algérien qui va instrumentaliser, qui va faire pression sur les binationaux qui travaillent dans des institutions françaises à travers leur famille, à travers leur attache en Algérie, pour justement cibler la France. Chauki Benzera, est-ce que vous étiez informé de cette information ou comme nous, vous l'avez découvert dans la presse ? Alors que ça date de décembre. Comme vous. Oui, comme vous, je l'ai découvert dans la presse, alors que mon nom est cité par cette personne et mes informations personnelles ont été divulguées maintenant et qui sont en main du régime algérien. Ça, c'est aussi problématique. Et vous allez prendre contact avec les autorités ? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Là, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas, mais peut-être ça sera le début de saisir le procureur de la République et de voir après ce qui va se passer, parce que par rapport à ma sécurité personnelle, il faut savoir que déjà, comme je vous ai dit, sur l'affaire des influenceurs algériens, il y a eu une vague, un torrent de menaces qui venaient principalement de France, de la part de soutien du régime algérien, qui sont très nombreux et de plus en plus nombreux sur le sol français. Et puisque vous dites... Non, on n'a plus. C'est fini. Merci beaucoup, en tout cas, Chauki Benzera, pour votre témoignage. Et bon courage. Merci. Ouais, activiste algérien et lanceur d'alerte dans l'affaire des influenceurs. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. On garde Francis. Bien entendu, la tête pensante de ce jeu, Philippe Bilger, qui va vous réclamer. C'est la meilleure vanne que vous ayez faite depuis longtemps. La tête pensante collée à Bilger, ça manque pas d'ambition. Mais taisez-vous. Attendez. C'est mieux comme ça, Philippe David. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, en tout cas si on passe le qui c'est qui l'a dit, parce que c'est toujours le point de bascule, vous le savez, avec Francis qui est avec nous, bien entendu, Philippe Bilger, Bérangère Dubu et Tom Conan. Et je peux vous dire qu'il y a une petite hargneuse là sur la droite. On est sympa avec elle. D'un côté, aujourd'hui, vous me tendez un petit peu, quoi. Vous me parlez de LFI, vous parlez d'Algérie. Francis a l'air doué. Et il va nous parler des affaires, mais là, c'est une sacrée affaire. Francis, mon cher Francis, c'est à vous de lancer le jingle. Alors, 3, 2, 1, go. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Il fait du minimalisme. Moi, je me suis cru à Kourou au lancement d'Ariane. Au moins. Méfiez-vous que ça tombe pas comme ça. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points, Francis? Écoutez, sur la guerre en Ukraine, notre diplomatie est mise au banc. Notre diplomatie, ça pourrait être Dominique de Villepin. Non, c'est un député. Un député.
Un député. Très médiatique. Dupont-Aignan. Qui a fait un documentaire. Un document. Oui, bonne réponse de Tom Conan. François Ruffin. Ah, bravo, Tom. Député Picardie. Ah oui, il sort souvent, lui. Hein. Qui c'est qui l'a dit, Francis, sur la nomination de Richard Ferrand? Compte tenu qu'Emmanuel Macron a des idées folles, on aurait pu avoir Aya Nakamura comme présidente du Conseil constitutionnel. Oh, ça pourrait être Tondelier. Marine Le Pen. C'est moi. Il a été un poil plus rapide. Parce que moi, j'ai attendu qu'on donne la parole. Ah ben moi aussi. Tant pis. Dès qu'il donne un nom, c'est à nous. Voilà, oui. Marine Le Pen. Et moi, je suis là. L'équité, la loyauté absolue. Et Francis, quoi? Et pourtant, Marine Le Pen devrait peut-être se satisfaire, on va le voir très prochainement à la le fin 31 du mois, mars. Voilà, de la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. On verra. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Les magistrats ne sont pas laxistes, ils sont juste débordés. Francis. Philippe Bilger. Moi, j'aurais dit laxiste. Hein. Qui c'est qui a dit? Qui ça peut être? Darmanin. Darmanin. Et c'était ce matin sur... De ma vivacité intellectuelle, tu me parles. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit, Francis? Il faut des impôts pour ceux qui peuvent participer plus et mieux à la solidarité nationale. On appelle au patriotisme économique les grandes entreprises. Francis. Piketty? Non. Éric Lombard? Non. C'est un député président de groupe parlementaire. Il vient de se déclarer face à Fort. Ah oui, Ballot. Bonne réponse. Boris Ballot. Eh bien, vous égalisez. Président du groupe PS à l'Assemblée nationale. On a perdu. Question, qui c'est qui l'a dit? Révélateur. Voilà, c'est ça. Vous avez dit Boris Ballot. Pardon. Nous ne sommes pas en guerre, mais par contre Emmanuel Macron est dans son rôle de chef de l'État de sensibiliser les Français sur la nécessité de monter en souveraineté. Francis. Je passe. C'est un haut personnage de l'État. Lombard? Non. Très haut. Très haut. Larcher? Oui. Larcher. Bonne réponse. Gérard Larcher, président Mais il du prend Sénat. large. Oui. Il a plus d'une flèche à son arc. Ils ne sont pas une bictus près. Franchement, les gens de gauche devraient avoir un handicap. Francis, qui c'est qui l'a dit? 800 milliards pour la défense européenne, c'est 20 ou 30 fois ce dont on a besoin pour faire la transition écologique. Marine Tondelier. Non. C'est un Rousseau? homme. Non. Et Non. c'est pas écologiste. Non. Bayou, Je l'ai entendu tout On à a l'heure. parlé tout à l'heure. Lombard? Oui. Non. On a parlé. C'est Ruffin? Oui. On en a parlé tout à l'heure. Oui, oui. Avec Rousseau? Non. avec Félix Mathieu. C'est un homme. Un homme. Personne n'a la réponse, mais c'était Mélenchon. Ah oui. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Vous suivez l'émission, c'est bien. Hein. Pardon. Allez, On fait un dernier. Qui c'est qui il l'a dit? Je ne pense pas que l'issue pacifique pour l'Ukraine et le bien-être pour l'Ukraine soit le fait de lui demander d'adhérer à l'Union européenne. Francis. Alors là. C'est un député. Un député. La poule. La poule Coquerel. Ah oui. Vous n'avez pas laissé. À chaque fois, j'arrive pas. Cécile s'adressait à moi, la poule. Chaque fois, la poule est Mais oui, mais à chaque fois vous bloquez alors que c'est systématiquement. Et là, j'ai égalisé. Alors écoutez, c'est un petit côté école des fans. Philippe Bilger, 9 points. Tom Conan, 9 points, égalité parfaite. Et désolé, Francis et Bérangère, 0 plus 0, la tête à Toto, égalité Merci, parfaite Bérangère. aussi. On n'a pas une dernière question. Non. Pour vous départager. Pour nous départager, ouais. Parce que Bah, Tom là, a fait non. un exploit. Là, Vous allez faire des tirs au but pendant le journal, on va voir. Une dernière Avec plaisir. question. Vous préférez Philippe ou Cécile? Moi, je sais ça. Moi, très largement, Cécile. Eh ben, ça fallait dire Philippe, vous avez perdu tous les deux. Voilà, merci beaucoup en tout cas Francis d'avoir été notre invité, très bon invité en tout cas. Vous restez Merci avec nous. À très bientôt Francis, merci beaucoup. Merci. Dans un instant, la météo, enfin d'abord les journaux, la météo et Philippe David. Alors hier, mon coup de gueule concernait la chatte d'Ercilia Soudet. Je pensais qu'on pourrait pas descendre plus bas. Eh bien si, mais c'est pas un homme politique. Et là, je dois vous dire que j'en peux plus. Allez, tout de suite. C'est Jean-Marie Bordry. Sud Radio. Vous vous rendez compte? Vous êtes 1 million à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Continuez à rejoindre la vague du Parlons Vrai et surtout continuez à écouter Sud Radio. Parlons Vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Excusez-moi, je suis pas très en forme, j'ai plus de souffle, donc j'ai du mal à parler parfois. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Ah ben, en pleine forme. Eh ben, tant mieux. Je suis contente. C'est votre voyage en train qui vous a coupé le souffle, Bonsoir, Cécile? très en forme également. Pardon, c'est quoi? C'est votre voyage en train qui vous a coupé le souffle? Ah ben, j'ai pas de souffle, en fait, j'ai du mal à parler, c'est fou. Je suis obligée de reprendre ma respiration. Bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Bérangère, au début, est avec nous. Non, mais je vais parler moins, c'est pas grave. J'ai Philippe David. Ce serait dommage. Il le fera volontiers. Mais non, ne vous inquiétez pas pour moi, il peut rien m'arriver. Je suis avec Philippe David tous les jours. Ça va, mon Philippe? Ça va, je suis votre... Oh, c'est beau, il me met la main sur la main. Oh là là. Je suis votre Rambo de la co-animation. Oh, non, on n'exagère pas non plus. Sortir de n'importe quel mauvais pas. Il en profite. Hein. Après tout, ça vaut bien les essences japonaises. Elle a plus de souffle. D'accord, ok, on est au taquet, je crois. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Non, mais pourquoi vous me dites ça, Philippe David? C'est vrai, Philippe. Parce que c'est à vous. Allez. Non, on écoute Pierre au répondeur au 0826 300 300. Oh, mais vous êtes en train de me dire que je ne sais pas où j'en suis? Non, pas du tout. Je ne le dirai pas. Allez, oui, on écoute ce répondeur. Oui, bonjour, c'est Pierre de Montèche. Voilà, je viens d'écouter Monsieur Darmanin. Eh bien, écoutez, s'il se présente au présidentiel dans 2 ans, eh bien, je voterai pour lui parce que les propositions qu'il a, eh bien, elles sont bien honnêtes. Voilà, je vous remercie. C'est rare les gens qui laissent les messages sur le répondeur en disant tiens, j'ai entendu un tel et il m'a convaincu et je vais voter pour un tel. Très bien, c'est très clair. Et il ne rajoute pas Gérald Darmanin, je pense qu'il l'avait déjà un peu dans sa tête, Gérald Darmanin 2027, qui sait. Mais en tout cas, c'est un auditeur qui est déterminé et qui tire des leçons de ce qu'il entend sur Sud Radio. Tom Conan. J'ai d'autres espoirs, mais il a le droit d'avoir les siens. Donc moi, j'espère qu'il y aura une candidature de gauche unifiée et intéressante. Ah oui, on peut se projeter, c'est dans pas très longtemps, finalement. Vous rêvez de Mélenchon, c'est bien. J'ai pas dit Mélenchon, j'ai une candidature, ça pourrait être une personne tierce, on sait pas. Il peut y avoir des surprises. Bérangère. On pourrait faire c'est bien d'avoir des convictions, c'est bien. Je trouve ça très bien. Et Darmanin, c'est pas ma tasse de thé, pour plein de raisons. Mais effectivement, moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'il y ait un vrai débat. Et que c'est bien que les électeurs se reconnaissent pour l'instant pour des idées, des projets différents, quels qu'ils soient. Absolument. Dans un instant, les amis, ça pour le coup, c'est vraiment le coup de gueule de Philippe David. On l'attend avec impatience. Parce que, franchement, il y a un compte sur Twitter que j'adore. Il s'appelle France Terre d'Asile Psychiatrique. Et je me dis que la France, quand on entend ce qu'on entend sur certains plateaux de télé, est devenu un asile psychiatrique assez ouvert. Vous savez ce qu'on dit? Quand on entend ce qu'on entend, qu'on voit ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense. Allez, à tout de suite. Sud Radio. C'est André Berkoff qui est très heureux, comme tout le monde, de savoir que vous êtes 1 million à nous suivre sur YouTube. Et puis, venez nous écouter. Berkoff dans tous ses états, tous les jours, de midi à 14h, du lundi au jeudi. Et demain, vous serez 2 millions. Et nous serons encore plus heureux. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Tom Conan autour de cette table, Bérangère Dubu et vous au 0826 300. Et en attendant, c'est le moment préféré de Philippe David puisque c'est le sien. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe à Boulogne-Billancourt. Pourquoi Boulogne-Billancourt? Parce que c'est là où se trouvent les studios de LCI, chaîne sur laquelle on a entendu ces propos. Rien de pire que la guerre, oui, si, il y a la dénazification version Poutine. À côté de ce que propose Poutine, ce que la France a vécu de 40 à 44, avec les Allemands, c'est peace and love. C'est peace and love. On est dans l'Eurovision. Vous avez bien entendu ce qu'a vécu la France de 40 à 44 avec les Allemands, c'est peace and love, c'est l'Eurovision, propos tenus par le général Michel Yakovlev sur le plateau de LCI. Une phrase qui rappelle celle de Jean-Marie Le Pen, qui avait déclaré que, je cite, « En France, l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures », phrase qui lui avait valu une condamnation à 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Et cette phrase... Méritée. Et cette phrase, en pensant à ma famille, m'a donné envie de vomir. Commençons côté maternel avec mon père, âgé de 14 ans, qui a marché de Paris à Moulins dans l'Allier avec sa famille sous les mitraillages des avions allemands et italiens pendant l'exode. Il mangeait des herbes sur le long des voies ferrées. Il m'en parlait toujours avec de l'émotion. Il avait d'ailleurs fini en sanatorium avec son meilleur ami qui laissera sa vie à 16 ans en 1943. L'Eurovision qu'on vous dit.
Toujours côté paternel, mon oncle, arrêté par la Gestapo, envoyé au camp de concentration de Neuengamme le 28 juillet 44, dont il ne reviendra jamais. Il avait 24 ans. Disneyland, qu'il vous dit, le général. Passons côté maternel. Mon arrière-grand-mère, qui avait perdu son fils aîné en 1918 pendant le premier conflit mondial, mourra en 1940 sans jamais avoir revu ses 2 fils cadets, partis au front en 1939 et internés en Stalag à cette date. Que du bonheur, la période 40-44 en France. Toujours côté maternel, mon grand-père, médaillé de la résistance, officier de police qui faisait des faux papiers, crevait les pneus des voitures allemandes dans le couloir de la cour de la préfecture et leur piquait du carburant et qui combattit les armes à la main pour libérer Paris. Rien de difficile. Du boulot de géo au Club Med pour le général Yakovlev. Alors pour ne pas parler que de ma famille, les 642 civils assassinés à Oradour-sur-Glane, les milliers de juifs envoyés dans les camps d'extermination, les 2053 civils tués lors du seul bombardement du Havre. C'était du peace and love, comme on vous dit. Alors j'espère que maintenant que des poursuites judiciaires auront lieu suite à ces propos qui relativisent des crimes contre l'humanité. Pour conclure en légèreté, je citerai Pierre Desproges, où le général Yakovlev est un con, et ça m'étonnerait un peu, où le général Yakovlev n'est pas un con, et ça m'étonnerait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement sur l'Ukraine ? Ce qu'a vécu la France de 40 à 44 avec les Allemands, c'est peace and love, c'est l'Eurovision par rapport à l'Ukraine. Oh, c'est dingue. Non, mais c'est très bien. Je suis fou quand j'entends ces propos. Il n'y a rien à ajouter, ce que tu as dit. J'imaginais pas une seconde qu'il avait dit. Et je tiens à dire que si la citation de Desproges me vaut un procès, j'argumenterai facilement que c'est n'est pas une injure mais un qualificatif. D'ailleurs, il va avoir des non mais c'est honteux. On a poursuivi Le Pen pour les mêmes propos. Il faut qu'il soit poursuivi. Ah ben, Le Pen ne l'a même pas dit comme ça. Hein. Yakovlev, c'est invraisemblable. Mais qu'est-ce que c'est que ce général ? J'en ai vaguement entendu parler. C'est un général qui parle beaucoup à la télé. Ah ouais. Ah oui, tiens. Et que disent les journalistes en face ? Ah bah rien, ils laissent. D'accord. Pour eux, 1940-44, c'était Disneyland, quoi. Sur LCI. La rafle du Veldiv, on envoyait des gamins en colonie de vacances, les bombardements, c'était Disneyland, c'est pareil. Le relativisme a atteint un tel niveau que je n'en peux plus. C'était sur LCI. Sur LCI, oui. Et qui était l'animateur ? C'était une femme. Oui. Une femme. Écoutez, on va pas aller plus loin, de toute façon, parce que ça donne de l'importance à ces gens-là. Vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu. En attendant, Félix, j'allais le dire, parce que vous pensez que j'oublie tout le temps, mais non, pas tout le temps. Félix Mathieu avec l'info en plus. Rebonsoir Félix. Rebonsoir. Les vraies voix Sud Radio. Avec la SNCF qui a ouvert hier ses ventes de billets de train pour l'été, et ça met en lumière le mécanisme de la tarification dite dynamique. 1 500 000 billets de train achetés en 24 heures. Il y a quelques années, vous vous souvenez sans doute, on avait le droit dans les JT à l'ouverture des soldes avec le rituel de la ruée dans les magasins de vêtements. Maintenant, on a la mise en scène de la ruée sur les billets de train avec ceux qui se sont levés à 6 heures hier pour aller sur SNCF Connect acheter leurs billets d'été. Des ventes sur le principe de la tarification effectivement dynamique, autrement dit la loi du marché en temps réel. Le train qui a du succès devient plus cher, contrairement à celui qui peine à se remplir et qui lui va peut-être rester accessible, ou quand le voyageur finalement joue un peu au trader du rail. Pour en parler, nous sommes avec le président de la FNOT, la Fédération Nationale d'Usagers des Transports. Bonsoir François Delétraz. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que ça veut dire que si on ne sait pas encore aujourd'hui où et quand on veut partir en vacances, on risque de payer son train très cher tout simplement ? Enfin, vous risquez surtout de ne pas avoir de billets. Ah oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, globalement, la France manque de trains, là, aujourd'hui. Ah, ça, c'est sûr. Enfin, je le dis sur le ton de l'humour, alors que c'est une catastrophe. On s'en rend On manque même de trains, quoi. Et à la fois... On manque de trains dans toute la France pour toute la longue distance. La demande explose et le nombre de trains baisse. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions et ça va pas aller mieux jusqu'en 2030. Parce qu'on se dit que si le manque de trains crée des billets plus chers, ça veut dire que la SNCF n'aurait pas vraiment intérêt à mettre en service plus de trains ? Non. Quand on est en situation de monopole, on n'a pas intérêt à ce que l'offre soit supérieure à la demande. Et qui est-ce qui lui demande ça ? C'est l'État. Parce que l'État, en fin d'année, demande 1,5 milliard d'euros de bénéfices à la SNCF, dont il est l'actionnaire principal, et cet argent, il va dans son budget général. Donc l'État a tout intérêt à ce que nous payions les billets de train les plus chers possibles. Mais ça veut dire qu'avec la concurrence là, des trains italiens, oui, Trenitalia, ça a peut-être changé.
Alors, ça ne changera que sur la ligne où il y a un concurrent. Oui. Oui, mais ça changera quand même. Pas sur les autres. Vous êtes en train de me perdre. Hein. Non, mais c'est une vraie question quand même que monsieur met en avant. Ils n'iront jamais sur Paris-Besançon, Paris-Grenoble. Ah oui, ça c'est sûr. Mais donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des... Donc, ne bénéficieront de la baisse de prix que les quelques lignes les plus rentables de France. Et les concurrents ne viendront que là-dessus. Mais donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a un sous-investissement qui est volontaire et délibéré. Exactement. Eh ben, c'est pas joli. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, François Deletraz. Vous êtes, c'est la président de la Fédération nationale d'usagers des transports. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et juste avant de partir, justement, un petit coup d'œil sur ce jeu magnifique qui va vous donner de la joie, du bonheur, puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés. Vous allez pouvoir gagner des bubble lampes. Vous savez, ce sont des lampes très douces qui créent des ambiances, c'est assez sympa, des radios Taiko, des enceintes de sortes d'enceintes Bluetooth Mino T, c'est excellent, ça. Et sinon le MacBank qui est une batterie sans fil, voilà, qui vous permettra en tout cas de recharger votre téléphone. C'est facile. Le 0826 300 300 avec un chiffre entre 1 et 10. Félix Mathieu. Eh bien 7. C'est bizarre, souvent ils disent le 7. C'est joli le 7. Bah oui, et c'est forcément parce que ça porte bonheur, forcément parce que derrière il y aura un gagnant. 7e appel au standard, 7 minutes, 0826 300 300. Et vous restez avec nous puisque dans un instant on va revenir sur le bras de fer commercial entre Trump et l'Union européenne. Il menace donc d'imposer 200% de taxes sur les vins et champagne. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio. Ça y est, nous y sommes. Vous êtes désormais 1 million d'abonnés à notre chaîne YouTube Sud Radio. Un grand merci pour votre confiance et continuons de parler vrai sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec l'incontournable Cécile de Ménibus, l'homme qui a fait amende honorable en début d'émission, et ça lui arrive tellement peu souvent que c'est remarquable. Tom Conan, toujours égal à lui-même, artiste et essayiste, et le peps du sud de Bérengère Dubus qui nous vient de l'Hérault. C'est pas un peps, c'est une bombe atomique. Bérengère Dubus. Et encore, Cécile me dit de me calmer, donc là, voilà, quand je viens ici, je fais attention. Je pose ma voix. Allons-y mollo quand même. Et encore, moi, c'est tous les jours. J'essaie. Faut vous calmer, ma petite dame. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous voulez que je vous éclate? On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes un trouillard. Philippe Bilger est au taquet. Ce ne sont pas des cons, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Le tour de table. De l'actualité. La pensée profonde de Philippe Bilger résumée en quelques secondes. C'est drôle, j'adore ces off. Sur des off. J'aime beaucoup aussi. Non, sur des. Ah oui, très bon. C'est l'antenne. Il est très bon. C'est de l'antenne. C'est de l'antenne. Ouais, il est Tout bon. ce qui choisit les meilleurs moments de mon esprit. Et Philippe Bilger, votre tour de table. Oui, alors là, crier Allah Akbar équivaut à un signe de croix. Une macroniste l'a affirmé chez Morandini sur CNews. Oui, elle s'appelait, j'ai oublié son prénom, Madame Caroute. Et elle disait, crier à la barre est équivalent à un signe de croix. Alors moi, je veux bien qu'on homogénise tout, mais je vois mal le rapport qu'on peut faire avec Allah Akbar, qui annonçait assez souvent des entreprises, des blessures au couteau, voire des attentats monstrueux, avec le signe de croix. On peut en discuter la pertinence, la crédulité ou tout ce qu'on veut, mais ça n'a aucun rapport. Et là, si j'avais votre capacité d'indignation, mon cher Philippe, c'est impossible. Bien sûr, je développerais moins brillamment que vous quelque chose que vous mettez vers 18h05 en général. Mais c'est dingue de faire une comparaison pareille. Mais c'est vrai qu'on est encore dans le relativisme, comme avec le général Yakovlev. Mais c'est encore une fois, c'est plus complexe là, parce que c'est le problème, c'est l'instrumentalisation religieuse en l'occurrence. C'est-à-dire en tant que tel, Allahu Akbar, c'est pas un acte violent. Ça a été utilisé à des fins extrêmement violentes, évidemment qu'on peut rappeler en 2015, etc. C'est un détournement. Mais c'est triste parce que c'est une instrumentalisation qui a défiguré, on pourrait dire, en l'occurrence, ce passage de l'islam. C'est problématique. En général, Bérengère Dubus. J'ai peur. Bien dans le micro.
j'ai peur de devenir centriste parce que maintenant je suis d'accord avec Tom, donc j'arrive plus trop à me positionner là. Bien. Mais je crois effectivement que ce qui est choquant, c'est que des gens aient utilisé un terme qui est un terme religieux de prière, mais comme elle m'en est, je vais me faire hurler par mes... je suis catholique, pratiquante, et je l'assume, donc ils vont me taper dessus. Mais à l'époque, on a fait des croisades au nom de Dieu. L'Inquisition a tué des gens au nom de Dieu, et on continue encore à prier Dieu. Allahu Akbar est sûrement une déformation qui a été instrumentalisée. Je plains les musulmans, malgré tout, d'être pris un petit peu en tenaille, et j'en parlerai après sur le voile, dans une actualité, parce que je pense qu'ils valent mieux que ça. Comme nous, les catholiques, on vaut mieux que l'Inquisition. Et je crois qu'il faut qu'on arrive en France à retrouver un peu le chemin. Et pour moi, le seul chemin, c'est la laïcité, de toute façon. Mais Tom, vous avez une influence désastreuse. Je vais revenir plus souvent. Alors. Crier à l'Akbar aujourd'hui. Allez, Tom Conan, les attaques du gouvernement américain contre le monde universitaire aussi. Voilà, alors c'est un mouvement qui a commencé il y a quelques semaines et il y a une réaction aux États-Unis qui s'appelle Stand Up for Science, donc qui se soulève, si vous voulez, contre les pour la science, pour la science, tout à fait, contre les attaques effectivement de Trump, parce que c'est complètement improbable. On en parle beaucoup de Trump, mais donc effectivement, vous savez, il a licencié beaucoup de fonctionnaires, mais donc y compris des chercheurs dans des agences fédérales notamment. Mais ça va quand même extrêmement loin, parce que c'est pas uniquement des licenciements comme ça, qui ont des motivations économiques. Il y a vraiment des motivations idéologiques derrière. Il y a même une dimension presque orwellienne, on pourrait dire, puisqu'il y a dans les documents de recherche de ces chercheurs en l'occurrence, il y a des mots qui sont maintenant prohibés, notamment climat, pollution, injustice, des références au genre, à la race, etc. Donc c'est quand même un mouvement vraiment obscurantiste, parce que c'est vraiment comme tel que c'est qualifié par beaucoup de médias, et je suis tout à fait d'accord avec le terme, qui là vraiment est utilisé à bon escient. Donc, et aujourd'hui, en fait, ce qui est fou, c'est que ce mouvement est tellement violent et tellement inattendu, on pourrait dire de la part d'un pays qui est quand même un pays démocratique, évidemment, qu'aujourd'hui, l'Institut Curie, donc en France, c'est l'Institut Curie, justement, reconnaît qu'il y a beaucoup de candidatures qui viennent de Français qui vivent aux États-Unis, et y compris même d'Américains. Ça a été confirmé par Alain Puissieux, qui est le président du directoire de l'Institut Curie. Je voulais juste dire que les Américains qui vont venir en France, ça va leur faire bizarre au niveau du salaire. Mais après, ce que dit Tom est vrai, mais c'est ce qu'on appelle le backlash. Le backlash, c'est le retour de bâton. C'est-à-dire que toute politique militante entraîne un retour du bâton. C'est le cas dans le féminisme, je vais essayer d'être simple. Mais là, on a eu des mouvements qui se voulaient woke, qui expliquaient que les hommes étaient enceintes, que les femmes avaient des pénis, et ce genre pour moi, de conneries. Forcément, quel est le backlash et le retour quand l'orientation politique change? C'est une espèce d'obscurantisme inverse, mais pour moi, c'est la même chose, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est pas du quand tout Sandrine le même, Rousseau dit « je préfère une sorcière ou des sorcières à des chercheuses », Sandrine Rousseau a dit ça. Je préfère les femmes sorcières. On était dans un déni de science stupide et pathologique, et ben forcément les opposants de Sandrine Rousseau sont dans le même déni de science. Il y a les deux faces d'une même pièce, Trump et un espèce de mouvement woke à l'époque. Je comprends la logique, mais c'est absolument pas ce qui se passe, que ça va beaucoup plus loin que les questions liées au genre, par exemple. Encore une fois, c'est la question du climat, de la pollution, etc. Enfin, des choses qui sont extrêmement objectives, qui relèvent absolument pas de débat idéologique. Mais qui ont été instrumentalisées. Ce que dit Bérangère est valable pour ça a été pour le reste, ça a été instrumentalisé. Pour la pollution, il me semble pas que ça a été instrumentalisé. La pollution, aujourd'hui, quand on demande aux gens de ne plus circuler, on peut avoir des opinions très contradictoires. Bien sûr, mais la censure n'existait pas dans le camp adverse, si je veux dire. Mais d'ailleurs, en France, j'ai lu tout à l'heure un communiqué d'une tribune de scientifiques qui disent qu'il faut revenir aux bases scientifiques dans certains domaines. En tout cas, en pratiquant la censure, je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. Non, mais il rappelle le rôle de la science qui est bien sûr, mais je pense que Trump piétine la science là allègrement. Mais la science qui ne lui est pas favorable. Ça s'appelle quand même de la censure, quoi qu'on en. C'est de la censure. La censure de la science qui ne lui est pas favorable. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle la censure. Non, mais c'est pas à lui. Non, mais Philippe, c'est pas à lui de décider de ce qui est science et de ce qui n'est pas. Il n'est pas scientifique, moi non plus d'ailleurs. Vous êtes très pertinent, Tom. C'est pas le sujet. Si, vous avez choisi un sujet qui nous sort en général de vos placards un peu libertins. Votre pertinence ne doit pas vous rendre impertinent. Attention. Voilà. Allez, Bérangère. C'est un sujet très. Il fallait. Votre sujet sur le sport. Port du voile. Alors moi, mon sujet, je suis un peu énervée, donc j'aurais pu faire le coup de gueule de Bérangère Dubu. La ministre des Sports a redit hier qu'elle ne voulait pas d'interdiction du voile dans le sport parce que c'était un signe, l'expression libre d'une religion. Ce qui est vrai. Mais en fait, je vais lui expliquer que dans toutes les religions,
quand on fait du sport, on n'exprime pas notre religion, on fait du sport en fait. Et je trouve ça terrible que de nouveau les musulmans se retrouvent pris pour des espèces de crétins arriérés, parce que moi, mes copines musulmanes et qui sont hyper pratiquantes, quand on va faire du foot, elles font pas du foot en robe longue, en se cachant avec un voile. Je suis catholique pratiquante, quand je fais de la boxe, je la fais en débardeur et j'enlève ma médaille parce que j'ai pas le droit d'avoir une médaille. Mes enfants ont des médailles, quand ils vont au foot, 3 fois par semaine, mon fils, Tanguy, enlève sa croix parce que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Parce que dans le sport, on ne joue pas en tant que petit juif, petit athée, petit laïc, petit catholique, on joue en tant qu'enfant. En tant que femme, quand on fait du sport en tant qu'équipe. Et qu'une équipe, ça veut dire qu'il y a un projet commun. Et l'individualité, à un moment donné, doit disparaître dans ce moment-là. Et donc cette espèce d'entrisme du voile, c'est instrumentalisé, je pense, les femmes musulmanes. Ça va être compliqué pour les tennisman, par exemple. Mais c'est pour plein de choses. Et puis ça veut dire quand même que pourquoi on n'a pas droit au voile ? Parce que le voile, on peut t'attraper et c'est dangereux. Comme au basket, on peut t'attraper ta chaîne. Comme au foot, on n'a pas droit au bracelet, on n'a pas droit aux montres. Pas droit aux montres, c'est la sécurité. Et donc soudain, pourquoi le voile ? En fait, si on rentre là-dedans, ça veut dire que le voile n'est plus dangereux, mais la kippa n'est plus dangereuse. Donc s'attacher les cheveux pour les filles, qui est obligatoire dans certains sports, n'est plus obligé de s'attacher les cheveux. Et on se retrouve avec une absence générale de règles. Je pense qu'il faut faire très attention. Il y a un truc qui a plutôt bien marché jusque-là, c'est la laïcité dans le sport. Il faut essayer d'y retenir, de garder vraiment la raison. Et je pense que les femmes musulmanes, parce qu'on parle de voile, donc c'est des femmes, sont comme moi, et elles sont capables de faire la différence entre pratiquer. Je ne vais pas à la messe en maillot de bain le dimanche, mais je ne vais pas à la plage en jupe culotte. Vous voyez ? Je m'habille pour la messe, je m'habille pour la plage, je m'habille pour aller en boîte. Je pense que les musulmanes, c'est pareil. Quand elles font du sport, elles ont tout à fait une tenue adaptée au sport. Et c'est pareil pour les enfants, pour les adultes. La ministre du Sport, je trouve, sur ce coup-là, a été très lâche et elle se remet sur un sujet qui n'a pas dû d'enlever. C'était à l'encontre de ce qui a été fait depuis le début. C'était à l'encontre. On garde la règle et la règle, elle est simple. Il y a une tenue unique dans le sport. Pas de médaille, pas de kippa, pas de débardeur, pas de truc. T'as un uniforme et c'est le principe de l'uniforme et on en est là. C'est la base de la rigueur pour moi. Et faire société, c'est éliminer par moment ton individualisme. Pardon, Tom, j'en ai pour une seconde. D'abord, elle est en contradiction avec le Premier ministre Bruno Retailleau et d'autres. Et deuxième élément, lorsqu'elle affirme cela au début de son propos, elle le contredit radicalement après par une multitude d'exemples qui montrent à quel point le voile pose des problèmes dans le sport. Après, la laïcité, il ne faut pas non plus la mettre à toutes les sauces. La laïcité, c'est la séparation entre les églises et l'État. Donc quand on est dans un lieu qui est privé ou supposément privé, ça n'a pas vocation à s'appliquer. Si vous faites une fête chez vous, la personne a le droit de porter le voile si ça l'amuse, à moins que ça vous pose problème sur un plan personnel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur la question de la sécurité. Les mêmes règles doivent s'appliquer. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui doit primer. Mais en revanche, si ça s'oppose absolument pas à des règles de sécurité, quel est le problème ? Le problème, c'est quel est le problème de la casquette, quel est le problème de la kippa, quel est le problème de ma médaille, quel est le problème de mon chouchou, le problème des boucles d'oreilles. Spécifiquement, ça peut poser un problème. Moi, par exemple, j'ai fait du tennis quand j'étais beaucoup plus jeune. Il n'y avait pas forcément de problème. J'imagine, est-ce qu'une personne porte le voile en faisant du tennis ? Donc, ça veut dire qu'après, ça s'oppose pas. On va devoir chacun donner ses spécificités. Moi, je veux dire, au tennis, fait ce qu'il veut. Mais non, il y a des règles dans un club de sport. C'est-à-dire que moi, quand je vais arriver à la danse, je veux dire les chaussons, ça vous gêne pas que je mette pas des chaussons, mais plutôt des claquettes, je danse bien avec. Soit c'est des règles qui sont effectivement impératives, et à ce moment-là, on enlève ses bijoux, etc. Je suis tout à fait d'accord. Si ça ne s'y oppose pas, quel est le problème qu'une personne ait un voile discret tout en faisant son sport ? Parce que le principe d'un règlement, c'est de donner un cadre et de ne pas prévoir les 58 000 cas particuliers des gens. C'est pas les 58 000 cas, sinon il y a plus. On fixe une règle générale qui est de dire les règles de sécurité s'opposent. Je demande à ce que mes enfants gardent la médaille au foot. Et c'est comme ça qu'il n'y a plus de société et que c'est la guerre partout. Je veux dire, moi, mon fils, sa médaille collée n'est pas plus dangereuse qu'un voile. Et donc, d'un coup, il y a une scission. Je pense pas que ce soit nécessairement une scission. Je suis plutôt pour le dévoilement, en ce qui me concerne. Ok, vous restez avec nous. On va revenir dans un instant, mais avant ça, on a envie de faire de la joie, d'offrir un beau cadeau, puisque c'est largement mérité, puisque je crois que c'est le 7e appel au standard. Et c'est Geoffrey qui est avec nous de Narbonne. Bonsoir. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va Geoffrey ? Ça va ? Ça va très très bien, et encore mieux maintenant. Bah oui, on comprend. Alors, je vous le dis tout de suite, vous avez gagné une bubble lamp et une enceinte Mino-T. Donc, vous allez pouvoir voir avec de la douceur, bien entendu, et une enceinte, vous allez pouvoir nous écouter beaucoup plus largement. Trop bien. Voilà, c'est offert, c'est ce pack Lexon qui est offert, bien entendu, d'objets design et connectés avec Sud Radio. Vous faites quoi dans la vie, Geoffrey ? Je travaille à la banque.
Ah, très bien. Vous vous occupez de mon compte ou pas? Non. Important. Parce que si jamais il n'a pas le droit de le dire, c'est le secret bancaire. Mais non, mais si jamais il trouve mon compte, vous prenez celui de Philippe David et vous le versez sur le mien. Non, moi je vais vous envoyer mon RIB, vous allez faire le contraire. Vous nous écoutez depuis longtemps? Ouais, 6-7 ans maintenant. Ah, c'est bien. Non, mais de toute façon, vous alliez passer comme tout le monde. Le cri de la joie, Geoffrey. Pas mal. C'est pas mal, bravo. Allez Geoffrey, merci en tout cas d'avoir joué avec Geoffrey. nous. Bravo. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce bras de fer commercial entre Trump et l'Union européenne qui menace d'imposer 200% de taxes sur les vins et les champagnes. Oui, et à cette question, parlons vrai, est-ce que vous comprenez ces mesures de Trump? Et à cette question, Trump menace les champagnes et les vins français de 200% de droits de douane. Notre filière viticole est-elle en danger? Vous dites non à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, c'est Aude qui vous recevra. L'Aude, où se trouve Narbonne, grande terre productrice de vin d'ailleurs. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h et à partir de 20h, à partir de 19h avec Philippe Bilger, on va parler automobile avec la marque Triumph. Qui triomphe. Elle est très bonne. Ouais, marque mythique de moto. Ah ouais. Alors là, je devrais faire partie de l'émission. Même moi, je connais, c'est vous dire. C'est vous dire. Je peux vous assurer que l'année 2024, pour eux, c'est un carton. Allez, en tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger, Tom Conan, Bérangère Dubu et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Trump n'aime pas qu'on lui tienne tête et du coup, ce matin, il menace de taxer à hauteur de 200% les vins de l'Union européenne et le champagne français. C'est la fin de nos exportations sur le marché américain. L'Armagnac, pour le coup, j'en suis le représentant. C'est notre premier marché en valeur et deuxième en volume. Rappelons quand même que si l'Union européenne a décidé de taxer les produits américains, c'est en réponse à les mesures prises par Donald Trump qui depuis hier taxe l'acier et l'aluminium européen. C'est la fin d'une belle histoire qui est historique en plus. Notre lien avec le marché américain est historique. Et Donald Trump a mené ce jeudi la France et l'Union européenne d'imposer des droits de douane de 200% sur les champagnes, vins et autres alcools si les tarifs douaniers de l'Union européenne à venir de 50% sur le whisky américain ne sont pas immédiatement retirés. Alors parlons vrai, obliger les Américains à boire du vin américain plutôt que français, est-ce un mauvais traitement à son propre peuple qu'inflige Donald Trump? Et à cette question, Trump menace les champagnes et les vins français de 200% de droits de douane. Notre filière viticole est-elle en danger? Vous dites non à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Laurent Dubois, est avec nous, propriétaire de château Les Bertrands à Blaye, bien sûr, qu'on connaît bien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, Tom a dit « je n'y crois pas ». Et bêtement, j'avais dit « mais si, il n'y a pas de raison ». Je crois tout de même à la réflexion que Donald Trump est dans un jeu de surenchère et de massacre. Je crois que vous avez raison, Tom. En réalité, depuis le début, sur certains plans, et même les plus graves, c'est une démarche très erratique où le matin on dit quelque chose, l'après-midi on révise et le soir on se contredit. J'espère, et d'ailleurs nos auditeurs étonnamment sont plus lucides que moi en tout cas, c'est facile, puisqu'ils disent on n'y croit pas à tout ça. C'est de la folie pure. Oui, il brutalise les termes du débat sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, c'est ça qui est terrible. C'est une sorte de... Mais après, derrière, évidemment, les entreprises françaises, moi je sais, il y a quelques mois, j'avais eu la chance de rencontrer Isabelle Ferrando, notamment, qui est une grande vigneronne, qui exporte effectivement beaucoup, notamment vers les États-Unis. Donc effectivement, les créateurs français seront évidemment directement concernés si d'aventure ça venait à s'appliquer.
Bérangère? Moi, les vignerons, tout le monde sait mon affection. Je suis bitéroise, de terre vigneronne, famille vigneronne. Aujourd'hui, les vins du Pays d'Oc sont exportés à 48% quand même. Oui. 48% des vins de nos régions, moi en Languedoc part. Donc bien sûr, c'est dramatique. Après, la seule question que je pose, c'est est-ce qu'on a une diplomatie en France? Parce qu'on se fâche avec Trump, on se fâche avec l'Algérie où on n'y arrive pas bien, on n'arrive pas à se faire entendre par la Russie. En fait, est-ce que la France a une politique internationale en fait? Et j'ai l'impression que non, qu'on n'a plus de politique internationale et qu'on subit une claque de Trump, une claque de l'Algérie et qu'on n'arrive plus à réagir. En fait, on n'a pas de politique, on n'a pas de vision. On dirait un poulet sans tête. Après, ce qui se passe aussi, c'est que les États-Unis étaient un allié jusqu'à présent. Donc, oui. On est avec Laurent Dubois, propriétaire du château Les Bertrands à Blaye. Bertrand Dubois, bonsoir. Laurent Dubois, bonsoir, pardon. Vous faites 10% de votre chiffre d'affaires avec les USA, vous exportez vers 25 pays, donc vous aidez bien la balance commerciale française qui va pas bien. Est-ce que ces mesures vous inquiètent si elles entraient en vigueur? Oui, tout à fait. Je suis très inquiet, parce que Trump avait déjà mis, il y a 5 ans, 25% de taxes sur les vins inférieurs à 14 degrés d'alcool. Et déjà, on avait vu une forte baisse des ventes. Oui. Voilà. Et il n'avait pas mis à l'époque sur les alcools et les cognacs parce que son ami Bernard Arnault avait acheté le joaillier Tiffany pour 15 milliards d'euros. Donc voilà, les champagnes et les cognacs avaient été exemptés. Mais là, aujourd'hui, menacer de taxer les vins et les alcools de 200%, ça serait catastrophique pour nous. Voilà. Moi, j'ai un marché aujourd'hui, on vend à peu près 60 000 bouteilles par an sur les États-Unis, dont la moitié de vin cachère. Notre particularité, c'est nous faisons du vin cachère. C'est une grosse colonie juive aux États-Unis. Et donc, moi, les gros clients, enfin les acheteurs, me diraient, c'est impossible d'appliquer 200% de taxes sur tes vins, quoi. Donc, ils se retourneraient sur d'autres vins, sur d'autres pays. On va dire communauté plutôt que colonie. Vous voulez réagir? Oui, juste moi ce matin, mon mari, qui est un commercial, on a une entreprise, me dit, tu sais, Trump a juste fait la technique du bon vieux commercial, il a tapé très 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 fort pour faire monter un petit peu les enchères, il va redescendre derrière, et il aura obtenu un peu plus que ce qu'il avait. C'est juste de la technique commerciale où on n'ira pas à 200%, mais on a fait suffisamment peur pour arriver à avoir une négociation favorable. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que... Oui. C'est vrai que ça s'est fait, il a fait comme ça. Il le fait tout le temps. C'est ça, il le fait. Enfin, en attendant, ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Et moi, j'ai l'impression que c'est une sanction quand même anti-français. Parce que les cognacs, les alcools et les vins, c'est quand même une grande partie. Alors là, ils veulent taxer tous les produits européens, alors les Français en particulier, parce qu'il y a quelques années, vous en parliez, ils avaient taxé, à mesure de rétention, les vins français, mais pas les vins italiens ou espagnols, par exemple, vous avez pris des parts de marché. Et surtout, ce qui est important à rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises dont la compétitivité est améliorée, justement, grâce aux exportations. Parce que justement, le marché intérieur, souvent, suffit pas, y compris parfois les échanges intra-européens. Donc du coup, c'est un vrai problème, parce que c'est souvent aussi là-dessus qu'on se fait de la marge. On pense même aux produits de luxe. Je crois que pour LVMH, le premier groupe de luxe au monde, je crois que c'est 90% leur chiffre d'affaires global qui se fait à l'étranger. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est des impacts qui sont considérables. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, je vous rappelle que Poutine est en train de faire la même chose avec son allié stratégique, la Chine, puisque c'est pareil. Il va taxer les voitures aussi un peu plus. Merci, les voitures chinoises. Les voitures chinoises, absolument. Merci en tout cas. Merci à vous et tout notre soutien. Absolument, à très bientôt. Merci Philippe Bilger, merci Tom Conan, merci beaucoup Bérangère Dubu. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler automobile. Avec Philippe, on va parler effectivement de Triumph, qui est devenue la 5e marque du marché français en 2024, en tout cas pour des motos. Et on va revenir aussi sur ce récidiviste de 24 ans qui est laissé en liberté sous contrôle judiciaire après une collision mortelle sur la route. Est-ce qu'on fera le point en disant est-ce que sous stupéfiants et drogue en récidive quand même. Est-ce que la justice est trop laxiste sur les violences routières? Et puis on vous parlera de Carbon Waters qui révolutionne l'industrie avec des solutions assez intéressantes. Absolument, des solutions fabuleuses pour baisser la consommation, pour améliorer la qualité des produits usinés, et ils sont dans les finalistes du Grand Prix ACF Autotech dont Sud Radio est partenaire. Allez, on en parle dans un instant, à tout de suite.